vous propose qu'on débute. Euh, donc, bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Je me présente rapidement, même si vous me connaissez certainement. Je suis Célia Cuzet, chef du projet régional domicile au sein de l'ARS. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir répondu à cette invitation, à ce webinaire consacré aux dispositifs qui sont mobilisables dans le cadre du recrutement des aides-soignantes dans vos structures, SIAD, des services autonomie et des soins. Hasard du calendrier aujourd'hui, puisque il s'agit de la journée nationale des aides à domicile en ce 17 mars. Donc euh, voilà, on est là à double titre et je pense que si vous êtes aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire, c'est que la thématique suscite de l'intérêt chez vous et on va essayer de vous apporter des éléments euh, pour vous venir en appui. Euh, Ce webinaire sera animé à plusieurs voix, avec notamment mesdames Jungfèvre et Lheureux, qui sont conseillères techniques et pédagogiques à l'ARS, mais je les laisserai se présenter bien évidemment. Et puis, on aura également l'intervention de représentants de vos structures, s'il y a des services autonomie et des soins qui ont pu mettre en place certains des dispositifs que nous allons vous présenter et on aura ainsi leur témoignage, leur retour d'expérience sur ces différents dispositifs. Quelques petites consignes techniques pour le bon déroulé du webinaire. Je vous remercie de bien vouloir utiliser l'onglet Q et R à votre disposition, questions et réponses, dans lequel vous pourrez poser vos questions et on tentera en tout cas de vous apporter les réponses en direct pendant ce webinaire. Et si ça n'est pas possible, de vous faire un retour à l'issue du webinaire. Euh, voilà, ce webinaire est enregistré, donc on le mettra à l'issue à votre disposition sur un support. On vous communiquera le lien, etc. Donc euh, voilà ce que je pouvais vous dire. Je vous propose qu'on débute la présentation et je vous souhaite un bon webinaire à toutes et à tous. Voilà, normalement, vous voyez mon écran avec le PowerPoint. Je vois des hochements de tête, donc je vais commencer. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a souhaité vous réunir aujourd'hui pour vous présenter les dispositifs qui sont mobilisables pour le recrutement d'aides-soignants dans vos structures s'il y a des services autonomie et des soins. Ça fait écho à la situation actuelle que vous rencontrez toutes et tous dans vos structures de difficultés de recrutement de ces professionnels aides-soignants. Donc, il nous semblait important de pouvoir vous informer sur le sujet et de vous donner quelques clés, si tant est qu'on puisse vous les donner sur ces aspects de recrutement. Alors, en introduction, pourquoi on parle aujourd'hui du recrutement d'aides-soignantes en SIAD et en service autonomie et des soins? Ben, pour plusieurs raisons, dont trois qu'on a pu identifier ici. Bon, donc, le virage domiciliaire, hein, dont on entend parler depuis plusieurs années, qui est affirmé par les politiques publiques avec le vieillissement de la population et l'augmentation des situations de dépendance, la priorité donnée au domicile dans le cadre du plan grand âge qui vient de paraître, et puis le renforcement de ce virage domiciliaire par la loi de 2024 relative au bien vieillir et à l'autonomie. Euh, les SIAD et les services autonomie et des soins, ils constituent un maillon essentiel des parcours de soins
que ce soit à domicile ou en sortie d'hospitalisation, dans le sens où ce sont des acteurs du soin, de la prévention de la perte d'autonomie et de la coordination avec les acteurs de territoire. Vous contribuez directement à la qualité et à la continuité des soins à domicile. Euh, mais ça ne peut se faire qu'avec des professionnels. euh, et on sait qu'aujourd'hui, on a des tensions fortes sur le recrutement des aides-soignants, pardon, et un enjeu lié à l'attractivité de ce métier, à la formation et à la fidélisation de ces professionnels. Voilà un petit peu euh, l'objet, en tout cas l'introduction qu'on pouvait donner à ce webinaire. Et je laisse la parole désormais à mesdames Lheureux et Jungfèvre pour la suite de la présentation. Bonjour, donc Patricia Jungfèvre, donc directrice des soins, conseillère technique pédagogique au sein de l'ARS et plutôt sur l'aspect pédagogique. Et donc je vais évoquer avec vous donc la formation d'aide-soignante. Donc nous avons du coup la diapositive suivante. Je ne sais pas si voilà, qui arrive. Donc, nous avons un maillage territorial au sein de la Bourgogne-Franche-Comté, donc avec 27 instituts de formation aides-soignants sur l'ensemble du territoire, dont 21 sont rattachés à des IFSI. 5 dépendent de l'éducation nationale et nous avons un seul institut de formation aide-soignant qui est au sein de l'IRTES sur le site de Dijon. Voilà, et la particularité pour certains, en tout cas pour celui de l'IRTES, il ne fait de la formation que par apprentissage. Donc, le maillage territorial est assuré. Si on va sur cette carte qui est donc faire par la région, donc au niveau du service sanitaire et social, au niveau des formations, nous avons vous aurez identifié le nombre d'instituts et où ils sont localisés. Donc, on voit que sur la Nièvre, par exemple, nous avons 5 instituts de formation, donc avec Nevers, du coup, Nevers, nous avons Cône-de-Cise, Château-Chinon. Donc voilà, et nous avons rattaché donc à l'IFSI aussi de Nevers. Euh, Je vois que la carte défile. Donc, Oui, vous avez normalement sur chaque fois que vous cliquez sur un des instituts au niveau de cette carte, c'est une carte qui est interactive et vous avez une présentation qui est faite de l'institut, que ça soit aussi bien l'institut en soins infirmiers que l'institut aide-soignant. Donc, nous avons donc différents IFAS, donc au plus près des territoires. Donc, âge assez important. je coupe la carte du coup, Patricia. C'est bon? Ouais. Sur l'éducation nationale, donc nous avons des instituts rattachés à l'éducation nationale 5. Donc sur l'éducation nationale, nous avons sur la Franche-Comté par exemple, nous avons le lycée Condé à Besançon, nous avons Luxeuil, le lycée Lumière, et puis nous avons également Belfort à Belfort-Montbéliard un institut. Et puis sur le côté Bourgogne, donc je vous ai donné tout à l'heure, il y a un institut dans la Nièvre, donc à Château-Chinon, et un lycée, le lycée Saint-Charles, donc à Chalon-sur-Saône. Et puis tous les autres instituts sont rattachés à un établissement, donc soit rattachés à un UCI, soit rattachés à un établissement, je dirais, beaucoup support avec un établissement de centre hospitalier. Et puis, nous avons également des instituts, 3 instituts de formation Croix-Rouge
qui sont donc à Quetigny pour la Bourgogne, à Lons-le-Saunier pour la Franche-Comté et à Vesoul pour la Franche-Comté également. Donc, je vous laisserai regarder et aller sur cette carte. Et vraiment, on est sur une interactivité, donc avec une présentation qui est faite par les apprenants sur l'institut où ils sont en formation. Donc, c'est intéressant de voir les locaux, les dispositifs, en tout cas pédagogiques, qui sont utilisés pour la formation. La diapo suivante. Donc, la formation aide-soignante est une des formations qui, en tout cas pour ma part, semble la plus complète, individualisée. Depuis la réingénierie donc, de 2021, nous avons différents types de parcours. C'est une formation qui est montée en compétences pour les aides-soignants, donc avec des activités et des éléments supplémentaires par rapport à la réingénierie d'avant. Elle a été forcément augmentée en nombre d'heures, donc nous avons 1540 heures de formation quand on est en parcours complet, avec pour partager en deux, donc autant de cliniques que de stages, donc 770 heures de stage. Je dis bien, on est sur les parcours complets. La rentrée est située donc plutôt sur la dernière semaine du mois d'août. Nous devons faire également une rentrée en janvier, mais faute de candidats, nous avons très peu d'instituts qui font une rentrée sur le premier trimestre de l'année civile. Donc, nous avons indiqué les IFAS qui faisaient des rentrées, Lons-le-Saunier, Mâcon, Quetigny, Luxeuil et Vesoul, qui ont fait une rentrée cette année, en début d'année. Donc, la majorité de la cohorte rentre donc fin août. Et puis, ces rentrées se font donc sur sélection, donc avec un dossier et un entretien, sauf pour les apprentis qui ne rentrent pas avec cette sélection de dossier et entretien, puisqu'ils sont sélectionnés par l'employeur, et les ASH qui ont une ancienneté également de plus de 1 an, qui sont également sélectionnés par l'employeur. Donc, on a rajouté quand même que les personnes qui étaient en financement, en contrat de professionnalisation, doivent passer les épreuves de sélection. Donc, il y a une formation initiale ou continue. Donc, initiale, c'est quand les personnes, les apprenants rentrent à la suite du lycée. Hein, donc, on dit qu'ils sont en formation initiale. Dès qu'ils ont eu une coupure, une interruption avec une activité professionnelle, on dit qu'on est sur de la formation continue. Et donc, les financements ne sont pas tout à fait les mêmes. Hein. Sur la formation initiale, il y a un financement qui est, le coût pédagogique est assuré pour la plupart par le conseil régional. Sur la formation continue, nous sommes soit sur Pôle emploi, soit sur le côté employeur ou contrat de pro. Donc ça, c'est pour le parcours complet. Ce que je vous disais, comme c'était une formation d'une complexité importante, d'une individualisation des parcours, nous avons des parcours partiels, donc c'est-à-dire que nous tenons compte du parcours antérieur de l'apprenant, quelquefois avec des diplômes déjà professionnels ou certains baccalauréats professionnels, et qui permettent d'avoir des parcours partiels ou allégés. Donc, on vous a mis un certain nombre des parcours. Hein, c'est vraiment pas l'ensemble des parcours, mais en tout cas ceux que l'on rencontre le plus. Donc, on vous a indiqué sur les deux premiers, c'est les baccalauréats SAPAT et ASSP. Donc, où on voit que, par exemple, sur le baccalauréat SAPAT, sur les 1540 heures, il n'y aura que 1001 heures de formation. Voilà. Sur le bac ASSP, c'est l'apprenant, en tout cas, c'est le parcours qui est le plus réduit.
au niveau baccalauréat SSP, puisque sur l'ensemble des 5 blocs, l'apprenant n'aura à faire qu'un seul bloc, qui est le bloc cœur de métier, qui représente 721 heures de formation, donc avec 350 heures de stage et 371 heures de théorie. Et puis, nous avons différents parcours qui peuvent vous intéresser aussi au niveau des SIAD, hein, c'est les AES et les AVS. Donc, ils ont des parcours partiels, ils ne font pas l'ensemble de la formation. On vous a noté, alors, suivant le diplôme, l'année de diplôme, nous voyons qu'il y a des allègements qui sont en tout cas des dispenses un peu plus importantes. Donc, par exemple, sur 2021, nous avons que 875 heures sur les 1541 heures de formation. Par contre, le parcours de 2016, nous avons 973 heures. Et puis, nous avons un parcours ADVF aussi qui est de 1162 heures de formation. Donc, avec, alors, en partie pour ADVF, ce qui est compliqué, ce ne sont pas des dispenses complètes, mais c'est des allègements. C'est-à-dire que le candidat, l'apprenant, on tient compte de son diplôme, mais donc il est allégé au niveau du cours, de la formation, mais par contre, il devra s'assurer de l'évaluation. Ce qui peut être un peu compliqué quand le diplôme est un petit peu ancien, parce qu'ils n'auront pas participé à l'ensemble des cours et le travail aussi qui est fait au sein de la promotion. Je me permets d'intervenir pour compléter tes propos, Patricia, excusez-moi. Donc, Oui. Elisabeth Lheureux, je suis également conseillère technique et pédagogique à l'Agence régionale de santé, donc directrice des soins de métier. C'est qu'on a souvent des demandes de candidats qui ont la possibilité d'avoir des parcours partiels ou allégés et qui souhaiteraient faire la formation complète, en parcours complet. Et ça n'est pas possible. Voilà, je tiens à le dire parce que réglementairement, ça n'est pas possible. Donc, quelqu'un qui est titulaire d'un diplôme suit obligatoirement le parcours partiel correspondant au diplôme qu'il avait avant de rentrer en formation. Voilà. Merci Elisabeth de ce point. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Non, pas de questions pour le moment. Pas de questions, non. On peut poursuivre donc. On va aller donc au niveau donc du parcours de formation. Bon, il y a un petit carré qui aurait dû être mis en premier, mais je vais donc sur les modalités de sélection c'est un dossier professionnel avec un entretien, je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on est vraiment sur ces sélections quand le candidat n'est ni en apprentissage, ni un candidat ASH de plus de 1 an qui est donc sélectionné plutôt par l'employeur. Au niveau donc il y a des parcours qui sont vraiment des modalités de stage qui sont indiquées. Donc sur le parcours complet, donc nous avons 4 périodes de stage. Et sur ces périodes de stage, donc dans son parcours, donc parcours complet, l'apprenant devra aller obligatoirement dans un lieu personne en situation de handicap physique ou psychique, doit aller également dans un lieu où sont accueillies des personnes âgées, devra faire également donc un ou plusieurs stages en séjour hospitalier de courte ou de moyenne durée. Donc courte ou moyenne durée donc en MCO et moyenne durée donc pour tout ce qui est SMR. Et doit obligatoirement dans une des périodes de stage avoir fait des nuits et un week-end au moins minimum pour avoir une représentation de ce qui l'attend après en tant que professionnel. Donc ça, c'est une obligation dans les parcours.
pour avoir le diplôme d'État. Et donc là, on vous parle, donc je vous ai parlé de 4 stages pour le parcours complet. Par exemple, les baccalauréats ASSP, qui est le parcours partiel le plus court, ils n'ont que 2 stages. Et comme dans leur parcours antérieur à SSP, lors de leur baccalauréat, ils auront été certainement en contact avec des personnes âgées puisqu'ils ont été plutôt en stage établissement sur leur baccalauréat. Les 2 stages qui sont prévus sont des stages, donc séjour hospitalier de courte et de moyenne durée, pour qu'ils aient vraiment, en tout cas, vu, alors ils auront vu des personnes âgées, hein, parce que les personnes âgées sont très souvent à l'hôpital, mais vu les personnes âgées dans une situation avec problème, en tout cas en phase aiguë, donc avec les pathologies, et pour pouvoir être à même d'avoir les connaissances et de pouvoir les prendre après, même s'ils étaient sur du lieu de vie. Depuis, donc ils doivent avoir également à la sortie pour la délivrance du diplôme d'État une attestation de formation aux soins et gestes d'urgence, et puis une attestation sur le numérique en santé. Donc ça, c'est la nouveauté depuis cette année, donc depuis le diplôme qui vont arriver là, où donc les apprenants auront eu une formation de 18 heures concernant tout ce qui est numérique en santé, donc cyberattaque, la gestion dossier, tout ce qui est donc des focus faits sur les dossiers des patients, des dossiers aussi faits sur tout ce qui est outils technologiques numériques, consultation en visioconférence, en tout cas téléexpertise, tous ces éléments-là qui seront vus avec le pavé numérique en santé. Donc, vous voyez que le stage en structure de soins à domicile n'est pas forcément identifié, mais nous le savons, nous avons des IFAS qui envoient déjà en stage les apprenants aides-soignants, par exemple par rapport à la personne âgée. Donc, parce que vous avez souvent le public identifié en SIAD étant personne âgée, mais aussi on peut avoir sur la personne en situation de handicap, puisqu'on a certains SIAD qui ont des places handicap aussi. Donc, c'est aussi cette piste que nous envisageons pour insister auprès des instituts en aide-soignants à pouvoir vous envoyer peut-être en stage plus facilement des apprenants. On peut identifier aussi sur le fait que votre typologie de stage peut être un petit peu particulière, puisque on est sur un tuteur avec un apprenant. Donc, c'est des éléments qui peuvent favoriser en tout cas le stage pour certains stagiaires qui peuvent être des fois peut-être en difficulté. Je pense en termes de maturité parce qu'ils sont très jeunes, ou en termes qui ont des difficultés en termes d'équipe, peut-être parce qu'ils sont noyés un petit peu dans les équipes. Donc ça peut être aussi favoriser ce lieu de stage du fait qu'on ait un tuteur avec un apprenant. On a une question dans le chat, Patricia. Oui. Alors, merci Madame Marmouzet pour votre question. Merci de bien utiliser le QR, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des épreuves de sélection pour les formations initiales, y compris pour les bacs pro, ou bien l'admission passe-t-elle par Parcoursup? Non, alors l'admission, c'est pas une admission par Parcoursup. C'est une admission par un dossier, donc c'est un dépôt
hormis l'apprentissage et le côté ASH, c'est un dépôt de dossier. Donc les campagnes de sélection, par exemple pour la rentrée du mois d'août, sont faites à partir de début janvier et sont clôturées la plupart du temps à peu près, il faut regarder avec chaque institut, mais aux alentours du 10 juin. Donc souvent ça se fait au fil de l'eau parce que il vaut mieux que comme on a des dossiers un petit peu c'est le dossier où on demande une lettre de motivation, un CV. Il y a des éléments de cet ordre-là. Il faut regarder dans ce qui est demandé par les instituts. Et puis, le dossier sera étudié. Il y a un entretien avec deux personnes. Une personne qui est plutôt formateur, donc IFAS, et une autre personne qui est aide-soignante, qui est choisie par l'Institut. Donc, ils choisissent des personnes qui viennent et qui assurent au niveau de la sélection, qui verront les dossiers et qui feront l'entretien. Hein, c'est un entretien de 20 minutes, donc par rapport à la motivation et envisager, savoir si le candidat a les capacités à pouvoir suivre la formation en elle-même. Hein, on est vraiment là-dessus, hein, la capacité à suivre. Parcoursup, non. Parcoursup est réservé sur les formations qui sont en liaison avec l'université, donc plutôt les formations infirmières. Merci Patricia. On poursuit. Oui, donc la dernière diapo, en tout cas sur la formation, on va être pour l'entrée en formation, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a la formation par apprentissage. Donc c'est par contre là, il n'y a pas de sélection organisée par l'Institut de formation en aide-soignant. Donc cette formation par apprentissage se fait sur l'ensemble des IFAS. Hein. L'ensemble des IFAS peuvent faire de la formation par apprentissage. Cette formation sera faite avec comme partenaire un centre de formation à l'apprentissage, donc un CFA. Nous avons 4 CFA dans la région. Hein, nous avons un CFA académique qui est en lien avec le rectorat d'académie et donc qui sera rattaché la plupart du temps à un lycée. Nous avons le CFA Greta, CFA Haute-Saône et Nord-Franche-Comté, et donc là où on sera vraiment rattaché sur le lycée Lumière, donc qui est à Luxeuil, et puis le lycée de Belfort-Montbéliard. Nous avons un CFA hors-les-murs qui est sur l'ensemble de la Bourgogne et de la Franche-Comté, donc pour les établissements qui sont du champ sanitaire et social. Donc, par exemple, typiquement, on a l'IRTES qui est rattaché à ce CFA hors-les-murs, et les autres possibilités sont les établissements, les IFAS qui sont rattachés à un CH. C'est assez variable. Et puis le CFA Croix-Rouge. Donc le CFA Croix-Rouge, là actuellement en Bourgogne-Franche-Comté, donc il a les 3 instituts Croix-Rouge, qui sont Quetigny, Vesoul et Lons-le-Saunier. Et il est également support sur les instituts qui sont rattachés à Nevers. Donc, l'IFAS de Nevers, de Cône et de Decize. Donc, ça, c'est un partenariat. Donc, forcément, les IFAS ont un partenariat avec un CFA. Donc, voilà, les parcours seront très différenciés suivant si c'est un parcours complet ou si c'est un parcours court.
hein, donc sont d'1 an ou de 18 mois, suivant le candidat. Et puis, donc 18 mois, c'est la barrière un peu haute. Et puis, en cas de non-certification de l'apprenant, parce qu'on peut avoir des apprenants qui n'ont pas forcément validé l'ensemble de leur, en tout cas, qui vont être ajournés au diplôme d'État. Et donc, il y a la possibilité de prolonger le contrat d'apprentissage pour avoir les blocs de compétences qui n'ont pas été validés. Alors par contre, il ne faut pas dépasser un certain seuil pour ce parcours-là. Le contrat d'apprentissage donc n'est pas assorti d'un engagement de servir. Il permet à l'apprenti d'approfondir et d'ancrer ses compétences quand il est donc chez son employeur. Hein, c'est vraiment l'objectif de compléter en tout cas le parcours lié à l'IFAS chez l'employeur, d'approfondir et ancrer les compétences, de lever les craintes et les conditions d'exercice. Et en tout cas, l'objectif est de fidéliser, essayer de fidéliser pendant ce parcours, de fidéliser l'apprenant pour qu'il reste ensuite chez l'employeur après la fin de son contrat d'apprentissage. Et puis, le maître d'apprentissage peut bénéficier d'une formation spécifique pour valoriser sa fonction et l'aider dans l'accompagnement de l'apprenti. Merci. Et pour illustrer cette partie liée à l'apprentissage, on vous propose l'intervention de mesdames Lejeau et Verdu qui ont pu expérimenter cette formule dans leur structure. Je ne sais pas qui souhaite commencer, Madame Verdu, Madame Lejeau, comme vous voulez. Peu importe. Eh bien, allez-y, Madame Verdu, je vous en prie. Alors nous, effectivement, on est parti. Peut-être vous présenter, Madame Verdu, Oui, s'il vous plaît. pas de souci. Donc, moi, je suis Madame Verdu, Corinne. Je suis la responsable des SIAD du réseau APA 71. Donc, chez Amael, on a un SIAD à Montceau-les-Mines, à Chalon-sur-Saône, à Seyne-Selgrand, à Lugny et à Mâcon. Voyant que le recrutement de professionnels diplômés était compliqué, effectivement, on s'est penché sur le pendant apprentissage l'année dernière. Et effectivement, sur les 3 apprentis, 2 sont restés au sein des structures et une souhaite poursuivre sa formation sur un diplôme supplémentaire. Les résultats sont très concluants parce qu'effectivement, les apprenants sont à la fois apprenants chez nous, mais ils vont quand même voir des lieux de stage autres. Donc, ils n'ont pas de spécificité du domicile. Il y a quand même une ouverture sur d'autres services. Et ils ont un maître d'apprentissage au sein du service, donc qui est un diplômé aide-soignant, qui est vraiment son tuteur et qui le suit du début de la formation à la fin. Donc c'est vrai que ça, c'est un gros plus également pour les équipes parce qu'effectivement, ça permet de valoriser, comme l'a dit Madame, j'ai perdu votre nom. Effectivement, ça permet de valoriser quand même le métier d'aide-soignante au quotidien. Donc voilà, nous, ça a été très concluant pour nous et on repart sur ce cycle-là. J'étais pas plus tard que la semaine dernière au lycée privé du Devoir à Chalon où effectivement, elle m'a orienté une candidate sur l'apprentissage. Merci, Madame Verdu. Madame Lejeau, je vous laisse vous présenter et puis nous expliquer un petit peu votre expérience. Merci. Stéphanie Lejeau, je suis responsable du SIAD Croix-Rouge dans la Nièvre, du SIAD de Saint-Benet-d'Azy et de Luzy. Et j'ai un collègue sur le SIAD de Corbeny-Brénon-Tannay et Montsouche. Donc, nous, à Saint-Benet-d'Azy, on a une stagiaire qui a terminé l'année dernière, au mois d'avril, qu'on a accompagnée sur un parcours long de 18 mois.
Donc, c'est quelqu'un qui, effectivement, avait quelques difficultés d'apprentissage, mais qui avait beaucoup de volonté pour obtenir un diplôme. Donc, effectivement, à l'entretien, on a pu échanger. Elle a fait son parcours de formation. Elle a été diplômée là en avril. Effectivement, au quotidien, elle était suivie par une aide-soignante qui a fait la formation maître d'apprentissage à Dijon. Toute façon, là, au jour d'aujourd'hui, sur tous nos SIAD, on a une apprentie. Là, oui, parce que moi j'en ai une à Luzy et mon collègue en a une à Corbigny. Donc, on a renouvelé l'expérience effectivement de l'apprentissage et on a comme objectif tous les ans de prendre une apprentie sur nos différentiels. Spécifiquement, c'est un accompagnement, je dirais, au quotidien. On a pu reprendre avec elle, à chaque fois qu'elle revenait de cours, ses cours, en les mettant en application avec le terrain. On l'a accompagnée dans ses révisions aussi pour passer ses blocs de compétences. Voilà, c'est vraiment un investissement important et qui est très valorisant au niveau de l'équipe aide-soignante, qui en garde au jour d'aujourd'hui un bon souvenir et qui sont vraiment à la recherche d'accompagner leurs collègues dans l'apprentissage. Et ça permet aussi à l'équipe de se remettre en question, de rester à jour et de retravailler aussi tout ce qui est les démarches de soins, tout ce qui est les compétences à valider. Merci, Madame Lejeau. Je vous propose qu'on poursuive la présentation. On va passer désormais aux autres dispositifs qui sont mobilisables et je laisse la parole à Madame Lheureux. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, une petite question technique parce que j'ai tenté de répondre à une question dans l'onglet questions-réponses à 2 reprises et je ne suis pas sûre que mes réponses soient vraiment publiées. Est-ce que vous recevez les réponses? Si, Elisabeth. Oui, Elisabeth, d'accord. oui, tu es publiée. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Donc voilà, bah, il y a une réponse là, il y a une question donc sur question-réponse sur est-ce que les apprentis interviennent systématiquement en binôme sans possibilité d'exercice autonome pour certains patients? La réponse est oui. On ne peut pas mettre des apprentis seuls au domicile des patients. Ça n'est pas possible. On laissera peut-être, on va continuer, poursuivre la présentation, on pourra peut-être échanger sur ce sujet à son issue et avec les personnes qui en ont l'expérience, qui pourront vous dire comment ils ont géré cette contrainte, donc Madame Verdu notamment et Madame Lejeau. Voilà. Alors moi, je vais vous parler donc des autres dispositifs que les dispositifs de formation et notamment, alors ce que je voulais dire aussi en préambule, c'est que bien évidemment, et on connaît bien vos difficultés et on peut malheureusement pas faire de miracle. On sait qu'il y a une forte tension sur ce métier de soignant qui est identifié déjà depuis plusieurs années. Malgré, comme le présentait ma collègue, le maillage territorial et l'augmentation régulière des quotas de formation par le conseil régional, puisque vous savez que c'est le conseil régional qui a en charge ces formations sanitaires et sociales, en tout cas le financement de ces formations et l'établissement de la carte de formation. Eh bien, malgré l'augmentation du nombre de places dans les IFAS, force est de constater qu'on a bien du mal à faire le plein. Même si ça va un tout petit peu mieux que ça n'a été il y a quelques années en arrière, ça reste quand même une contrainte. On n'arrive pas à faire le plein des IFAS. Et comme le disait ma collègue, normalement, on devrait pouvoir faire 2 rentrées par an dans tous les IFAS et ce n'est pas le cas, faute de candidats. Donc, ça reste un sujet de préoccupation important. C'est une formation et un métier qui est moins attractif qu'il ne l'a été dans les années antérieures. Voilà, alors la validation des acquis de l'expérience, c'est la possibilité pour une personne qui a fait fonction d'aide-soignant pendant plusieurs années, en tout cas plus qu'1 an, puisqu'il faut au minimum 1 an d'expérience, de pouvoir faire valider son expérience pour obtenir le diplôme.
Donc, il y a actuellement 2 dispositifs qui existent pour la validation des acquis de l'expérience. Il y a le dispositif qui est propre pour les agents du secteur privé, les salariés du secteur privé, et l'ancien dispositif qui est toujours de mise pour les salariés du secteur public. Donc, je vais vous présenter plus particulièrement le dispositif pour les agents du secteur privé, mais en sachant que donc voilà, pour les agents publics, eh bien, c'est toujours l'ancien dispositif qui se met en place, c'est-à-dire qu'ils doivent s'adresser à l'ASP, l'agent de services et de paiement, qui est un service de la DRETS, et qu'ils doivent donc déposer un dossier, que ce dossier est examiné en termes de recevabilité et qu'ils doivent ensuite construire leur dossier de VAE et ensuite passer devant un jury. Voilà. Mais il y a un nouveau dispositif, donc France VAE, qui se met progressivement en place. Donc le candidat dépose sa candidature sur une plateforme qui s'appelle francevae.fr. À ce moment-là, il y a un organisme d'accompagnement qui prend contact avec le candidat sous 8 jours. Donc, c'est un engagement qui est pris par la plateforme. Il y a désignation d'un architecte accompagnateur de parcours qui le guidera tout au long de son parcours VAE. La recherche de financement, elle se fait par le candidat, mais avec l'aide de l'architecte de parcours. Et ensuite, une fois que le dossier est constitué, le dossier est adressé par l'architecte à la DRETS qui valide ou invalide la recevabilité du dossier. Et ensuite, toujours avec l'aide de l'accompagnateur de parcours, de l'architecte de parcours, le candidat rédige son dossier de validation et ensuite, il aura un entretien avec un jury. Donc, en fonction donc, on va passer à la diapo suivante. Voilà. Il faut savoir que pour le VAE, il y a de nombreux jurys qui se réunissent tout au long de l'année, que à l'issue du passage en jury, le candidat peut valider tout ou partie des blocs de compétences. Hein. Vous savez qu'il y a un certain nombre de blocs de compétences pour valider le diplôme d'aide-soignant. Et donc, il peut valider tout ou partie. Dans la plupart des cas, c'est très rare qu'en premier passage en jury, un candidat valide l'ensemble des blocs de compétences. La plupart du temps, il ne valide que partiellement ces blocs de compétences. Et donc, il a plusieurs possibilités pour valider la totalité des blocs et donc obtenir le diplôme. Soit il repasse devant un jury, mais c'est vrai que s'il ne les a pas validés du premier coup, c'est compliqué de les revalider dès lors qu'on n'a pas une autre expérience à faire valoir. Donc, ce qui est fortement conseillé, c'est de valider en institut de formation les blocs de compétences manquants. Et ça, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire qu'une personne pour qui manque le bloc de compétences 2, qui est le bloc de compétences, le cœur de métier, il peut tout à fait intégrer un institut de formation dans le cadre de sa formation professionnelle continue et uniquement suivre les enseignements du bloc de compétences 2, le valider et ensuite il envoie cela à la DRETS qui, in fine, valide le diplôme. Donc, c'est un parcours que nous, on recommande, hein, de faire valider en institut de formation les blocs de compétences manquants. Voilà. Alors, un parcours VAE est tout à fait possible en SIAD pour les personnes titulaires du diplôme d'AES ou du titre d'ADVF, à condition qu'elles aient été positionnées en binôme avec une AS diplômée. Sinon, ça sera compliqué de faire valoir une expérience de faisant fonction d'aide-soignant dans une structure comme un SIAD. Alors, il y a certains OPCO, comme l'ANFH ou Uniformation, qui proposent des VAE collectives, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se préparent en groupe. Donc, il y a l'intérêt, je dirais, du collectif hein, qui facilite l'acquisition des compétences. Voilà, et puis on va laisser la parole à Madame Verdu qui, elle, a tenté l'expérience dans ces structures de la VAE inversée, mais la VAE inversée était un dispositif expérimental qui était donc en vigueur jusqu'au mois de février de cette année et qui, à ma connaissance, n'existe plus aujourd'hui. Je vous laisse la parole, Madame Verdu. Oui, effectivement, nous, on est passé par ce biais-là. On est parti sur la fin d'année, donc on a effectivement eu des financements pour cette VAE inversée.
où en fait les candidats qui avaient effectivement le diplôme d'AES sont accompagnés pour valider leur module de formation. Donc il y a des cours qui sont donnés en visio, il y a tout un parcours de formation. Il y a un coach qui les suit, qui ne fait pas partie de la structure, qui vient voir l'apprenant et qui fait des visios avec lui pour savoir où il en est dans ses blocs d'apprentissage. Il a un tuteur comme en apprentissage au quotidien au sein du SIAD et un architecte de parcours qui suit, lui, la globalité du parcours de formation et qui accompagne jusqu'au passage au jury. Donc, c'est vrai, c'est comme la validation des acquis, mais vraiment, il y a un support derrière avec des formations en visio, en e-learning, parce qu'ils peuvent les suivre parfois quand ils veulent, ou alors avec des groupes de parole avec d'autres apprenants qui sont dans le même parcours qu'eux. Ils peuvent commencer leur formation, peu importe dans l'année. On en a commencé fin d'année et début d'année. Ça n'a pas posé de soucis. Le tuteur a également une formation particulière, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se font en visio, mais lui aussi, le tuteur a également des cours en visio pour voir vraiment les points sur lesquels il doit être vigilant sur l'apprenant. Donc, nous, on est parti sur ce principe-là et c'est quelque chose qui fonctionne, effectivement. Pour le moment, on est dans le parcours, quoi. Mais effectivement, on ne savait pas encore si, après février, ça allait être poursuivi ou non. Et, bon. À ma connaissance, en tout cas, moi, je n'ai rien vu qui Ouais, c'était annonçait la poursuite du expérimental. dispositif, c'était expérimental. Ceci étant, il faut savoir que les OPCO qui organisent des VAE collectifs, c'est un petit peu le même dispositif. Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu le même dispositif, c'est-à-dire que nous, on l'avait fait à l'agence attendez, quittez pas. C'est bon, excusez-moi. Donc, on l'avait fait à l'agence en 2019. On avait mis un dispositif expérimental de VAE collectif aide-soignant en place et où on avait, dans le cadre du parcours, proposé des heures de formation préalablement au passage en jury. Et on avait eu d'excellents résultats. C'est-à-dire qu'on avait eu un taux de réussite au passage en jury, au diplôme, nettement supérieur à ce qu'on avait auparavant avec la VAE. Voilà. Ouais, donc, ouais. ça a été repris par certains OPCO et donc, je vous invite à éventuellement, si vous êtes intéressé pour mettre en place ce dispositif, à solliciter vos OPCO pour savoir s'ils le proposent. Voilà, j'ai une question dans le question-réponse. Pouvez-vous nous dire si, compte tenu des difficultés de recrutement, il y a une tolérance prévue pour le recrutement d'agents non diplômés? La réponse est non, hein, bien évidemment. En tout cas, vous engagez votre responsabilité si vous embauchez des agents non diplômés qui exercent seuls au domicile des patients. Par contre, vous savez qu'on a autorisé à titre dérogatoire le fait que vous puissiez recruter des AES en lieu et place des aides-soignants, donc des accompagnants éducatifs et sociaux. Et on a maintenu ce dispositif, Célia pourra le dire mieux que moi, je pense, mais voilà, je te laisse peut-être compléter, Célia. Oui, j'ai répondu dans le chat, effectivement, Elisabeth, en faisant référence à cette expérimentation qu'on a prolongée, qui est toujours en cours, qu'on a lancée l'été dernier et qui est toujours en cours. Je propose d'ailleurs à la personne qui a posé la question de lui transmettre toutes les modalités par mail à l'issue du webinaire. Effectivement, alors pour le moment, on a souhaité poursuivre parce que il n'y a pas énormément de structures qui sont rentrées dans cette expérimentation, mais effectivement, je rejoins Elisabeth. Au-delà de ce dispositif dérogatoire, vous ne pouvez pas recruter de personnel non diplômé dans vos structures. Il n'y a pas de faisant fonction d'aide-soignant au sein des SIAD. Ça existe dans les EHPAD, mais pas dans les SIAD. Alors, ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est qu'on est donc en pleine refonte de la profession infirmière actuellement. Et les textes commencent à paraître. Et dans le décret du 24 décembre 2025 relatif aux activités et compétences de la profession d'infirmier, il est très clairement écrit que l'infirmière, dans le cadre de son rôle propre,
peut déléguer des actes aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture et aux AES, y compris dans les structures de soins à domicile. Nous avons des précisions sur un arrêté à paraître, qui n'est toujours pas paru, mais qui prévoit que dans le cadre de son rôle propre, il y ait 3 types d'actes délégables. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura des actes qui ne seront pas délégables du tout à personne. Il y aura des actes qui seront délégables aux aides-soignants, aux auxiliaires de puériculture et aux AES. Et il y aura des actes qui ne seront délégables qu'aux aides-soignants et aux auxiliaires de puériculture. Donc, on est dans l'attente de la publication de cet arrêté et il est bien possible que ça puisse, je dirais, beaucoup plus sécuriser la pratique en SIAD des AES et en tout cas l'entériner. Donc, ça devrait paraître d'ici quelques semaines et on vous tiendra informé de l'évolution de cette réglementation. On va pouvoir passer à la diapositive suivante, pour le dispositif suivant d'ailleurs. S'il te plaît, Célia. Voilà, donc on va vous parler des contrats je vais vous parler des contrats d'allocation d'études. Alors, le contrat d'allocation d'études, c'est un dispositif que l'ARS a mis en place l'année dernière dans le cadre de son plan de mobilisation pour le recrutement des métiers de santé. Et c'est un contrat qui, depuis cette année, est également éligible pour les aides-soignants. Alors, en quoi ça consiste ? Donc, il s'agit d'une bourse, d'une subvention, d'une bourse d'études qui permet à l'élève de bénéficier du versement de 6 000 € pour ses études, donc pour son année de formation, hein, puisqu'on parle des aides-soignants, parce que c'est la même somme, quelle que soit la durée des études. Donc 6 000 € avec un financement 50% ARS, 50% employeur, moyennant un contrat d'engagement de servir dans la structure de 18 mois. Donc ça, c'est quelque chose qui est plus intéressant, entre guillemets, que l'apprentissage parce que vous avez donc le contrat d'engagement de servir que la personne doit signer lorsqu'elle accepte le contrat. L'ARS lance un appel à candidature tous les ans. Il y a eu plusieurs SIAD qui ont répondu à cet appel à candidature en 2025. Et il faut savoir que la bourse, elle est cumulable avec les différentes allocations versées par le Conseil régional ou France Travail. Donc, pour les élèves aides-soignants, c'est quand même très intéressant. La difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup d'offres et peu de demandes. C'est-à-dire que, notamment pour les SIAD qui avaient répondu à l'appel à candidature, ils n'ont pas forcément trouvé de candidats qui acceptent de signer le contrat pour travailler chez eux. Donc, on s'est dit, on y a réfléchi. Donc, l'enjeu quand même autour de ça, parce que c'est quand même, on parle beaucoup de précarité des élèves et des étudiants aujourd'hui. On sait que beaucoup, et notamment les élèves aides-soignants, sont parfois en difficulté parce qu'ils ne touchent pas d'indemnité de stage, à contrario de ce que peuvent toucher les étudiants infirmiers ou les étudiants en masseur-kinésithérapeute ou ergothérapeute notamment. Les élèves aides-soignants ne touchent pas d'indemnité de stage et ils sont quelquefois amenés à se déplacer beaucoup à distance de leur institut ou de leur lieu de vie. Et donc, ce contrat permet quelque part de faciliter les études, quoi. Donc, l'enjeu, c'est de faire connaître les structures s'il y a des SAS engagés dans le dispositif aux élèves. Donc, on a envisagé plusieurs pistes, des supports de communication type capsule vidéo qu'on pourrait mettre sur le site internet des instituts que vous-même feriez pour mettre en valeur, on va dire, votre structure. L'intervention des SIAD et des SAS dans les instituts de formation. La présence des SIAD et SAS dans les job dating organisés par les instituts. Il faut vraiment que les SIAD se positionnent en tant que promoteurs, ambassadeurs du métier. Et autres idées, si vous en avez, hein, bien évidemment, n'hésitez pas à nous mettre des idées que vous auriez sur ce sujet dans le chat. Voilà ce qui nous est venu en tête lorsqu'on a préparé ce webinaire. J'ai une personne qui lève la main. Oui, alors j'ai écrit dans le chat, Madame Rochette, vous n'avez pas la possibilité de parler, donc si vous voulez bien poser votre question dans l'onglet Q&R, s'il vous plaît,
on vous répondra évidemment. On devait, alors il y a Monsieur Saltarelli qui devait intervenir Oui, sur ce contrat d'allocation oui, d'études. Il ne me semble pas qu'il soit connecté. oui, je ne l'ai pas vu non plus tout à l'heure, mais je Ouais. n'ai plus regardé les participants depuis un petit moment. Alors, juste, on avait demandé donc à Monsieur Saltarelli, qui est le responsable du SIAD du Lac à Dijon, parce enfin, sa structure s'était portée candidate Oui, pour comment dire, mettre en place ce contrat d'allocation d'études. Malheureusement, ça ne s'est pas avéré positif pour lui, puisqu'il n'a pas pu recruter sur ce dispositif-là, et on souhaitait quand même malgré tout le faire intervenir pour nous faire son retour d'expérience. Alors, j'ai plus en tête, Elisabeth, ce qu'il nous avait dit quand on l'avait eu en bah, en entretien. fait, c'est lui qui nous a, c'est avec lui qu'on a évoqué les pistes. Oui, les C'est-à-dire qu'il pistes n'a pas eu, il n'a pas eu d'élève aide-soignant qui ait voulu s'engager dans sa structure. Donc, c'est avec lui qu'on a envisagé les pistes. C'est avec lui qu'on a envisagé les pistes de remédiation à ça. C'est-à-dire que la communication et nous, on transmet, si vous voulez, aux instituts de formation la liste des structures qui ont signé qui sont rentrés dans le dispositif. Et après, ils mettent à disposition cette liste auprès des élèves et des étudiants. Mais ça se fait la plupart du temps par affichage, ou ça se fait, vous voyez, donc nous, ce qu'on se disait, c'était que ce serait bien que les SIAD qui se sont engagés dans le dispositif puissent comment dire, aller se présenter quelque part aux instituts, faire du marketing quelque part, quoi. Voilà. Il y a une question, j'ai vu passer, de savoir s'il y avait un nouvel appel à candidature en 2026. On ne peut pas vous apporter la réponse aujourd'hui, je pense, Patricia, parce qu'on n'a toujours pas l'autorisation, entre guillemets, financière de mettre des projets nouveaux, mais je ne garantis pas ma réponse. Non, Patricia, pour est-ce que tu l'instant, sais? On ne non, sait pour pas, hein? l'instant, on n'a pas on ne sait pas si la campagne va être renouvelée sur 2026. Donc, Mais il y a de mais grandes si elle chances est qu'elle le soit. renouvelée, Oui, oui, oui. oui. Alors, Madame Rochette nous a écrit dans le chat, elle nous dit, par expérience, je pense que nous n'avons pas réussi à recruter sur un CAE pour AS par défaut de présentation au niveau de Oui, l'IFMS. Il oui, faudrait que nous intervenions en début d'année. Donc, oui. effectivement, c'est bien l'idée, hein, de cette démarche. Et puis, il y avait une autre question de Madame Charrier de Résidence Cœur du Brionnais dans le 71. Pourquoi référentiel formation AES, alors ça on revient un petit peu en arrière du coup, travaille en SIAD et pas dans les décrets SIAD? Je suis pas sûre de bien comprendre la question, mais... Moi, je comprends, en fait, mais je vais laisser Patricia répondre. Il y a une grosse différence quand même dans les deux référentiels de formation, aide-soignant et AES. Les AES sont des Oui, métiers sociaux et pas des oui. métiers sanitaires. Donc, il y a quand même, Voilà. il y a quand même il y a quand même une différence. Mais je vais laisser Patricia vous présenter la différence. On t'entend pas, On Ah passe oui, voilà, c'est bon, c'est bon. en termes de volume, on passe du simple au double, hein. Donc c'est-à-dire qu'on est presque moitié moins de formation donc au niveau des AES. Et puis il y a, comme l'a expliqué ce côté, moins de soins. Donc la grande différence, c'est les AES sont vraiment dans les gestes de la vie quotidienne, mais de la vie quotidienne, alors qui peut être problématique avec l'âge ou avec une intervention chirurgicale ou des choses comme ça, mais on n'est pas sur une complexité. Par exemple, si on prend le geste de la toilette, dès qu'on va être sur une toilette complexe, par exemple avec des escarres, eh ben, ça va pas être possible que ça soit une AES qui fasse cette toilette. Hein. Donc, ça va être forcément une aide-soignante, et très souvent,
l'aide-soignante sera obligée de faire cette toilette en concomitance avec une infirmière, par exemple, l'infirmière de la personne qui viendra peut-être pour voir qui viendra pour voir le pansement ou tous ces éléments-là. Donc, c'est aussi ça qui est complexe. Et comme vous l'a dit tout à l'heure, Elisabeth, c'est pour ça que les arrêtés, les textes qui devront venir vont peut-être clarifier un petit peu plus le contexte des gestes autorisés chez les AES, les gestes qui seront autorisés que chez les AS et les AP, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On va voir, Patricia, on va voir s'il y a une réaction dans le chat. Et Madame Chabrier donc, complète sa question en nous demandant s'il y a un appel à candidature qui est renouvelé pour le CAE en 2026, à quelle période il le sera? On ne peut pas vous dire malheureusement, puisque aujourd'hui, vous savez que du fait des restrictions budgétaires, c'est des dispositifs qui sont financés par le FIR. Et donc, pour l'instant, tout a été bloqué avec les raisons, déjà la difficulté qu'il y a eu d'avoir un budget en France. Et donc, pour l'instant, on n'a pas connaissance de quelle sera l'enveloppe FIR qui va être déléguée aux ARS. Donc, on ne peut pas vous répondre sur ce sujet. Mais en tout état de cause, quand il est… normalement, il y a une vaste communication qui est faite quand on lance l'appel à candidature et tous les établissements et structures en sont informés. Merci. On poursuit, Elisabeth? Oui, s'il te plaît, Célia. Alors, on a voulu faire un petit zoom sur l'accueil en stage parce qu'au regard des discussions qu'on a eues pour préparer ce webinaire, il est apparu que la première des conditions de recrutement, c'est sûr que quand vous avez accueilli en stage un élève ou un étudiant et que ça s'est bien passé, eh bien souvent, cette personne a envie de venir travailler dans la structure. Et ça se vérifie quand même très régulièrement. Ça nous a été confirmé par les collègues, vos collègues avec lesquels on a pu discuter. Donc, ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est à accueillir en stage, bien sûr, des élèves aides-soignants, mais aussi des élèves en baccalauréat SAPAT ou ASSP, puisqu'ils sont en recherche de stages dans des structures de soins. Et c'est vraiment un excellent moyen de constituer un vivier de recrutement. Pour les élèves en bac pro, ça permet également d'identifier de futurs apprentis. Vous pouvez aussi accueillir en stage des étudiants infirmiers. Nous avons eu des personnes qui nous ont indiqué qu'ils avaient un listing d'aides-soignants remplaçants, notamment pour les périodes d'été, qui s'était constitué par des étudiants infirmiers passés en stage chez eux. Donc, accueillir en stage des étudiants infirmiers permet vraiment de constituer un vivier de recrutement pour les remplacements estivaux d'aides-soignants. Accueillir en stage des demandeurs d'emploi en période de mise en situation en milieu professionnel. Ça permet également d'élargir, comme je dis, le champ des possibles dans le cadre d'une reconversion. Ça, ce sont donc des personnes qui sont inscrites à France Travail, qui sont en recherche d'une réorientation professionnelle et à qui on propose ce stage qui est un stage d'une semaine la plupart du temps. Voilà, et ça donne quelquefois envie de s'inscrire dans un parcours de formation pour ensuite aller travailler dans la structure. Donc, il y a une réflexion qui est à mener avec les instituts de formation et ça, on s'engage, nous, ARS, également à la mener pour valoriser cette expérience de stage auprès des élèves. Ma collègue vous en a largement parlé tout à l'heure. Mais on vous invite quand même à vous rapprocher aussi des lycées professionnels de votre territoire pour intervenir auprès des élèves de terminale et présenter l'exercice à domicile. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire la promotion de cet exercice qui est très spécifique, et y compris auprès des élèves bac pro, ASSP, SAPAT, qui vont ensuite s'engager dans la formation aide-soignante. Et vous pouvez aussi prendre contact avec les agences France Travail de vos territoires pour organiser l'accueil en stage PM-SMP dont je viens de vous parler. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. Voilà, je voulais vous parler également des dispositifs France Travail. Il y a pas mal de dispositifs qui existent qui permettent de prendre en charge des formations préqualifiantes,
qui pourraient être mobilisés, même si ça ne couvre pas la totalité de la formation, parce que la plupart de ces dispositifs voilà, correspondent à peu près 400-450 heures de formation, ce qui ne couvre pas bien évidemment la formation aide-soignante. Mais il est possible d'en cumuler plusieurs. Et donc, nous, ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est de proposer éventuellement, si vous êtes volontaire, une expérimentation sur un territoire où le métier est très en tension, en lien avec tous les partenaires locaux concernés, donc l'IFAS, le Conseil régional, France Travail, la mission locale, l'OPCO, pour voir comment on peut éventuellement mobiliser ces dispositifs de préqualification existants et qui sont à destination des demandeurs d'emploi, hein, on est bien d'accord, pour les orienter ensuite sur une formation aide-soignant et un recrutement dans votre structure. Voilà ce qu'on pouvait proposer. Donc, on en a terminé là pour la présentation. Je propose qu'on laisse la parole encore à Madame Verdu et Madame Lejeau pour ce qui concerne l'apprenti et la question qui nous avait été posée sur le fait que l'apprenti ne puisse pas être seul au domicile. Comment vous avez géré cette contrainte? Peut-être Madame Verdu dans un premier temps? C'était pas spécialement une contrainte. On le savait dès le départ que de toute façon, elle ne pourrait pas être seule tant qu'elle n'était pas diplômée. Donc, on s'est pas posé de questions là-dessus. D'accord. Et Madame, oui. Et puis clairement, ce serait hyper dangereux, quoi. Bah oui, on est d'accord. Madame Lejeau, je vous laisse répondre également. Exactement, pour nous, ça n'a pas été une contrainte du tout. Effectivement, elles ne peuvent pas intervenir seules. Après, c'est une question d'organisation, hein. Donc, voilà, c'est comme si on accompagnait une stagiaire, sauf que c'est une apprentie. Nous, voilà, l'équipe, puis franchement, c'est pas posé la question. Là, voilà, je le dis franchement. Et c'est quelque chose, l'accompagnement, ça n'a pas été du tout lourd à gérer. Au contraire, c'était quand même assez fluide. Voilà. L'équipe voit l'apprenti évoluer sur le long terme. C'est pas comme un stage où il y a de l'investissement et derrière, les élèves partent en stage. Donc, que là, l'apprenti, il va, il vient, il va en cours, il revient avec ses questions, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, c'est vrai que ça fait évoluer aussi l'équipe parce qu'on se repose des questions sur des pratiques qu'on fait, et puis quand l'élève arrive et repose la question, mais pourquoi on fait comme ça? Ah bah oui, pourquoi on fait comme ça? Donc voilà, ça permet une mobilisation effectivement de l'équipe complète. Et puis ça permet aussi de se remettre en question aussi sur les apprentissages, ce qui a été vu en cours, parce que nous on reprenait après sa période de cours de 15 jours, quand elle revenait, on reprenait avec elle tous les cours qu'elle avait faits pendant cette période à l'IFAS. On l'aidait aussi à construire ses fiches de révision. Et là, toute l'équipe était partie prenante, hein, le maître d'apprentissage, les autres aides-soignantes, moi-même. Hein. Donc voilà, on est vraiment dans l'entraide. Et pour des personnes qui ont des difficultés de concentration, de compréhension, de réexpliquer les choses et après de mettre en pratique sur le terrain, parce que je pense notamment à certaines choses qu'on a pu mettre en pratique sur le terrain avec les patients. Toute l'équipe était partie prenante, donc effectivement, qu'elle soit avec son tuteur ou une autre aide-soignante, on lui laissait aussi la marge de manœuvre de mettre en application ce qu'elle avait appris. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Je vois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Tout ce que vous expliquez concernant les possibilités de recrutement soins de nursing par AES est-il valable pour privé et public ou uniquement pour le privé? J'ai répondu, Elisabeth, du coup. Okay. J'ai bien spécifié que la dérogation dont je parlais tout à l'heure, dont on a parlé, est valable pour toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées non lucratives. Oui. De même, les conditions d'exercice et les diplomations et les conditions de diplôme, etc., c'est valable pour toutes les structures, quel que soit leur statut. On a une question, une remarque de Madame Marmouzet sur certains SAS, donc services autonomie et des soins. Les auxiliaires de vie interviennent pourtant sur des prises en charge complexes faute de place en SIAD.
par défaut d'aides-soignants diplômés. Bien sûr. Mais ça, on le sait. C'est comme dans les établissements de santé. On ne devrait jamais avoir de faisant fonction d'aides-soignants, hein. Malheureusement, la pénurie fait qu'il faut bien qu'on arrive à trouver des solutions. Voilà, c'est pour ça qu'on essaye de faire en sorte qu'il y ait le plus de dispositifs possible pour faciliter la formation, hein. Et enfin, une remarque aussi de Madame, j'ai Madame Chabrier de l'ADMR du Doubs qui partage le point de vue de Madame Verdu et Madame Lejeau en disant qu'elle accueille également des apprentis dans les SIAD ADMR du Doubs depuis 1 an et demi et qu'elles ne sont jamais seules, mais sont en binôme dans les tournées qui le nécessitent et dont la situation des personnes sont plus complexes, ce qui prépare ces apprentis dans la gestion des situations de soins dites plus complexes et rencontrées en milieu hospitalier. Hmm. Ce que je voulais préciser aussi, parce que c'est quelque chose sur lequel on est obligé d'intervenir très régulièrement, c'est que depuis la réforme et la réingénierie de la formation aide-soignant, on voit pleuvoir beaucoup d'aides-soignants en auto-entreprise. On voit beaucoup d'annonces d'aides-soignants en auto-entreprise. Je vous réaffirme ici et vous confirme ici qu'une aide-soignante ne peut pas exercer à domicile à titre, seule. Hein, en dehors d'une structure, elle ne peut être que salariée d'une structure. L'exercice libéral des soignants n'existe pas. Hein. Donc, quand elle s'installe en auto-entreprise, elle ne peut faire que des fonctions d'aide à domicile. Elle ne peut pas travailler comme aide-soignant. Donc, on est obligé de rappeler à la loi un certain nombre de professionnels très régulièrement. Voilà, mais sachez que ça n'est pas possible. Donc, si vous rencontrez ce type de personnes ou si vous avez connaissance de ce type de structure, de ce type de personnes, n'hésitez pas à nous le signaler pour qu'on puisse leur renvoyer le courrier qui va bien pour leur dire qu'elles n'ont pas le droit de faire des soins à domicile. Elles ne peuvent faire que de l'aide à domicile. Voilà. Sachant qu'on a une marge d'action très, très limitée sur ce terrain-là, puisque cette intervention se fait en coopération, en collaboration avec les DETS PP, qui délivrent les agréments pour les interventions à domicile et qu'on a des difficultés à entrer, enfin, à ce que le sujet soit pris en main de leur côté. Donc, quand on a une information, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de bien nous signaler ces exercices illégaux de la profession d'aide-soignant quand vous en avez connaissance pour qu'on puisse faire le lien. Et peut-être qu'un jour, nos remontées pourront faire bouger les choses à ce niveau-là. Donc, on compte sur vous. Il y a une question de Madame Marmoset. C'est de l'exercice illégal de la profession d'infirmière, puisque voilà, on est la profession, le travail est je comprends. Oui, pardon. Oui. Donc là, à la limite, c'est presque, il faudrait qu'on voit ce que l'ordre fait, parce que c'est presque l'ordre infirmier qui devrait se saisir du sujet. Effectivement. Madame Marmoset qui demande quelle est la position de l'ARS sur les dossiers de transformation des SIAD en services autonomie à domicile qui mettent en avant leur stratégie d'accompagnement des parcours diplômants, en particulier par la VAE. Alors, Madame Marmoset, c'est une très bonne question. Les dossiers qui ont été déposés dans le cadre de la réforme des services autonomie à domicile sont en cours d'instruction. Donc, je ne pourrais pas m'avancer sur le sujet en ce lieu, mais en tout cas, sachez que ces dossiers sont en cours d'instruction et notamment dans le département de Lyon en coopération étroite avec le conseil départemental. Et puis, il y a une autre question, je crois. Oui, alors il y a une question à laquelle je vais répondre. Donc, dans le public, il me semble avoir toujours lu que l'on pouvait recruter des AES-AMP dans un SIAD. Et là, vous parlez de dérogation. Il y a un vide juridique
sur cette question et c'est pour ça qu'on a été obligé de faire une expérimentation. Il y a un vide juridique qui existait dans l'ancien code de la santé, enfin dans les anciens articles du code de la santé publique, qui effectivement prévoyait que les AMP puissent exercer à domicile, sauf que le rôle propre de l'infirmier ne pouvait pas être délégué à une AMP. Donc, il était écrit qu'il pouvait exercer en soins à domicile, mais il ne pouvait pas faire de soins dans le cadre de la délégation de l'infirmière, parce que vous savez que les aides-soignants exercent notamment à domicile par délégation de l'infirmière. Donc, il y avait un vide juridique et c'est pour ça que non, c'était pas possible. En fait, on ne pouvait pas faire intervenir des AMP à domicile pour faire des soins d'hygiène et de confort. Hein. Donc, elle pouvait intervenir à domicile éventuellement pour faire des choses qui relevaient de son décret de compétence, hein, de l'animation, des soins légers, comme le disait Patricia, mais pas l'équivalent d'une aide-soignante. Donc, c'est ce qui va être précisé par le nouveau décret infirmier aujourd'hui. Alors, Voilà. Madame de l'ADMR dit qu'elle n'a pas très bien compris ce que j'ai dit concernant l'exercice aide à domicile des aides-soignantes. Je veux bien réexpliquer. En fait, elles peuvent exercer à domicile, comme le disait Madame Lheureux, mais uniquement sur des Sur des interventions prestations d'aide ménagère. qui ne concernent pas le soin. Oui, c'est Voilà. ça. Et pour ça, malgré tout, elles doivent quand même demander un agrément à la préfecture, hein, en l'occurrence à la DETSPP. Alors, je sais plus, je sais jamais la terminologie de l'acronyme, mais c'est anciennement les DDCSPP, donc la cohésion sociale et protection des populations, mais je sais pas le nouveau. Enfin, bref, voilà, c'est au niveau des services de la préfecture. Et malgré tout, elles doivent, et d'où l'intérêt qu'on a de les informer de ça, parce que au-delà du fait d'intervenir à domicile, si elles ne font pas de soins, elles doivent quand même disposer d'un agrément du préfet. Je ne sais pas si j'ai été plus claire. Il n'y a pas d'autres questions sur... Alors, il me semble que j'en vois une dans l'onglet Q et R, Bah, je la mais vois non. pas. Alors, Ça, j'ai bon, c'est Madame répondu. Freyer-Mout, Oui, excusez-moi j'ai si j'écorche répondu. votre nom, qui Oui, dit merci. voilà. Et c'est clair pour Madame Chabrier D'accord. de l'ADMR. De toute façon, vous aurez donc la possibilité de réécouter ou Oui, de partager, hein, puisque comme le disait Célia, le webinaire a été enregistré, donc vous aurez la possibilité de le rediffuser comme vous le souhaitez. Et on vous n'hésitez fera pas, parvenir le lien dans une communication par mail pour que vous puissiez le réécouter. avec le PowerPoint, hein, on va Oui, partager le PowerPoint également. C'est déjà pour oui, un et moment. n'hésitez pas à poser vos questions a posteriori aussi pour... Voilà. Alors, moi, je voudrais juste dire par rapport à qu'il y a eu des questions sur les financements. Si jamais vous avez quelqu'un que vous souhaitez accompagner et en tout cas sur la formation aide-soignant, adressez-vous au sein des IFAS. Les secrétaires, elles sont au courant, elles ont été formées par le conseil régional par rapport à tout ce qui est les différents financements qu'il peut y avoir par rapport aux stagiaires. Donc aux apprenants aides-soignants par exemple ou les autres apprenants. Donc elles peuvent vous donner des pistes et vous orienter. Est-ce que c'est un contrat de pro? Est-ce que vous faites si c'est quelqu'un qui a déjà, elle peut avoir son CPF de prise en charge. Est-ce que c'est elles qui font toutes les démarches pour savoir s'il y a une prise en charge du conseil régional ou pas? Parce que très souvent Pôle emploi, c'est pas forcément Pôle emploi qui prend en charge, c'est le conseil régional qui finance. Donc voilà, mais adressez-vous au secrétariat des instituts. Ils sont très au clair avec les différents types de financement qu'il peut y avoir. Merci Patricia, merci à Mesdames Verdu et Lejour pour leur intervention. Merci Merci à tous. Elisabeth, Merci à tous. Pas de merci rien. pour votre participation et on vous
On va clôturer ici ce webinaire et on vous transmet toutes les informations très prochainement. Merci à tous Merci à et à tous. Merci toutes. beaucoup. Bonne fin de Merci. journée. Au Bonne fin de revoir. journée. Au revoir.